Bonjour Abdelmalik. Bonjour. Je suis vraiment contente de vous recevoir pour un film qui va compter, qui va faire date. Merci Qui beaucoup. s'appelle Fursi, né libre et qui sort le 14 janvier. C'est un film qui vous tient à cœur. Ouais. Comment vous allez aujourd'hui, à l'approche de cette sortie de film, qui raconte quelque chose d'important, on va en venir, mais je voulais avoir votre état d'esprit. Comment vous allez? Je dirais, on doit faire en sorte que ça aille. On vit une époque qui est compliquée, on vit tous une époque compliquée. Mais je pense qu'il est fondamental de faire en sorte d'être positif et d'avancer. J'aime bien, il y a une citation de Prévert que je cite comme ça à loisir, j'aime bien. Il dit il faudrait être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et c'est fondamental. Cette émission s'appelle Conversation. Donc je suis ravie de converser avec vous et que vous citiez Prévert d'entrée de jeu comme ça, c'est super. Dans ce temps qui va vite, dans ce temps où on regarde beaucoup notre montre, vous avez pris le temps de lire un livre, de l'accaparer, de le digérer. Ça s'appelle L'affaire de l'esclave Fursi de Mohamed Aïssaoui. Comment s'est passée la rencontre avec ce personnage incroyable, réunionnais, il y a maintenant quelques années? On est en 2010, je fais un concert sur l'île de la Réunion. Et ce livre, donc Mohamed Aïssaoui avec ce livre, vient d'avoir le Renaudot. Et au moment de mon départ, il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, il y a ce livre. Et on aimerait le mettre en scène au théâtre. Et on aimerait bien que ce soit toi qui le mette en scène. Donc moi je dis, ok, je prends le livre et je le lis. Et quand je lis le livre, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'important, que j'ai quelque chose d'important dans les mains. Et c'est tellement important, d'une certaine manière, que je ne me sens pas prêt. Et que je me dis, je ne peux pas encore aborder ce sujet de la bonne manière. Donc je mets le livre de côté et je continue ma vie. Et ce qui se passe, vous le savez peut-être, à Nantes, dans la période des commémorations, donc l'esclavage et les abolitions, la ville est dédiée, puisque Nantes était un port négrier, etc. Donc ils ont un musée de l'esclavage qui est important, ils ont un mémorial qui est important. Et donc dans ces périodes-là, il y a des festivités, des conférences, des spectacles, etc. Et ils prennent des parrains. Et cette année-là, les parrains, c'était Françoise Vergès, Patrick Chamoiseau et moi-même. Et donc j'ai appris, j'ai écouté sur cette thématique-là. Et ça commençait à infuser en moi en me disant, il y a une histoire à raconter là quand même. Juste après ça, il y a les gens de Fox Searchlight qui me contactent parce qu'il y a un film qui venait d'acquérir qui s'appelle Birth of the Nation, qui est réalisé par l'acteur, réalisateur, metteur en scène, producteur Nat Parker autour de la figure de Nat Turner, cet esclave qui s'est révolté en Virginie, etc. Et en fait, ils voulaient que je porte le film ici et que je fasse la voix française. Donc j'y allais un peu à reculons, je me disais, bon, je vois le film me bouleverse. Et donc je demande à rencontrer Ned et je vais donc à Los Angeles. Donc je le vois, on discute. Et pendant qu'il parle avec moi et qu'il m'explique ce qu'il a voulu faire, ce qu'il fait et tout ça, je me dis, ouais, mais ça c'est une histoire américaine. Nous aussi, on a nos histoires en France. Je rentre avec ça, c'était à la période je vais voir mes amis au musée d'Orsay et ils étaient en train de travailler sur une exposition qui allait s'appeler Le modèle noir de Jéricho Amatis. Et donc je discute avec eux et finalement je me retrouve à participer, à travailler avec eux, notamment en me basant sur un tableau de Pierre Puvis-Chavannes pour faire à la fois un beau livre, un long poème sur la réflexion sur la modernité, la liberté, etc. Mais aussi un spectacle sur les corps noirs, où j'ai travaillé avec le chorégraphe Salia Sanou notamment. Et là, on était dans une période particulière parce que c'était la période George Floyd, c'est la période Gilets jaunes, c'est la période de l'affaire, aussi le pic de l'affaire Adama Traoré. Enfin, on est dans un moment particulier. Et c'est à ce moment-là qu'Étienne Comar, l'un des producteurs, me contacte et il me dit, voilà, j'ai un livre dont j'ai acquis les droits et je voudrais que tu mettes en scène pour le cinéma. Moi, je dis, ok, c'est quoi? Et il me tend le livre donc, de Mohamed, l'affaire de l'esclave Fursi, 10 ans quasiment jour pour jour, après que les gamins me l'aient tendu. Sauf que là, j'étais prêt. Ouais. Je savais ce que je devais faire, je savais comment je voulais raconter, je savais esthétiquement comment ça devait être, et surtout, je savais que je devais en faire à la fois un outil pédagogique, mais aussi un objet artistique de réconciliation. Oui. Ça, c'était le truc qui tournait en moi, qui était fondamental, que je devais me saisir
de ce momentum, et pas juste le projet qu'on m'offrait, mais de l'époque dans son entièreté, pour amener quelque chose qui travaillerait à une époque où les gens séparent, où les gens clivent, de continuer ce travail de faire du lien, en fait, de continuer plus que jamais à être un homme pont. Et là, j'avais la matière artistique, la matière intellectuelle, la matière spirituelle, pour pouvoir faire ce travail-là. Fursi, des libres, esclaves maintenus par la cupidité des hommes. J'ai le droit de circuler librement. Allez demander au procureur du roi. Silence. Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Donc, ça a mis 10 ans à maturer. Vous avez aussi parfois oublié le livre. Vous avez continué votre histoire. C'était pas comme une obsession, mais ça revenait un peu comme un mektoub. C'est un peu écrit, en fait. Hein. Vous l'avez très bien dit. On est dans une période de clivage, dans une période de speed. On va très vite. Vous avez pris le temps. Est-ce que, selon vous, le peuple a pris ce temps-là ou est dans son urgence? Comment, on ne peut pas présager de l'avenir, mais comment un film comme celui-ci, vous avez été exigeant et sur la lumière, et sur le cadre, et sur la photo, et sur le casting, on en dira un mot. Comment peut-il accueillir le livre? Et parce que le livre, vous voyez le lapsus. Ouais. Tout le monde n'a pas lu ce Renaudot, et je conseille à chacun de le faire. Et n'ont pas vu le film, ni avoir le temps de le digérer. Comment pensez-vous qu'il va l'accueillir dans ce moment où chacun a son identité, sa question de l'identité, sa réponse à l'identité? Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà fait de nombreuses avant-premières sur le film. Je suis avec, depuis le mois d'août, je fais le tour de France. Le film est sorti déjà, ça c'était aussi une des conditions. Il est sorti sur l'île de la Réunion, aux Antilles, en Guyane. Et donc, j'ai vu la manière dont les gens réagissaient sur ce film et j'ai vu les publics différents. Comment des publics, je dirais, de centre-ville réagissent, comment les publics, des gens qui sont plus ruraux, les publics des quartiers populaires, le public justement précisément des gens des Outre-mer qui cette histoire de l'esclavagisme les concerne en droite ligne. Concrètement, j'ai vu comment ces gens réagissaient. Et en fait, si je devais dire ce qu'il y avait de commun là-dedans, c'est qu'à la vue du film et ensuite les discussions qu'on a pu avoir, c'est comme si les gens prenaient conscience de cette réalité-là. C'est-à-dire, on est tous singuliers. Bien sûr, on est tous singuliers, on a nos histoires, on a nos problématiques, etc. Mais ce livre, Vous avez vu ? Eh oui, ce film, en fait, dit que, bien sûr, on est singulier. Et c'est important de prendre soin de ces singularités-là. Mais on a quelque chose de fondamental qui nous unit. Et cette chose de fondamental qui nous unit, c'est qu'on est des êtres humains. Et que ça aussi, c'est important et ça fait sens. Et que finalement, cette histoire qui est une histoire France, qui est une histoire française, elle nous dit rien d'autre que, en fait, s'il y avait un projet France, c'est que la France, c'est la métaphore de l'humanité. Donc être français, c'est la métaphore d'être être humain. Donc une fois qu'on a compris ça, et donc c'est les différentes discussions et l'espèce de synthèse que j'ai eue, de retour en fait des gens, c'est comme si la France était constituée de différents peuples. Le peuple alsacien, le peuple breton, le peuple basque, le peuple réunionnais, le peuple martiniquais, guyanais. Et ça, c'était ces singularités-là. Mais ce qu'ils avaient tous, finalement, en partage, et c'est comment cette chose qu'ils ont en partage va leur permettre de faire nation, de faire peuple, finalement de faire France, finalement de faire Europe, et finalement de faire monde. Et que ça, c'est fondamental. Et que d'une certaine manière, si on ne fait pas ça, en fait, on va juste vers l'abîme. On va vers l'abîme convaincu qu'on a raison, en fait. Et on va chacun par des chemins différents, et en fait, on se jette dans le vide. Donc, on ait le temps ou pas de mûrir l'objet de cette identité-là. Ce que vous dites, c'est que chacun, à sa manière, attendait peut-être quelque chose comme ça pour faire sens, pour faire rôle commun et cesser le clivage par biais parfois de politique ou de médias qui aiment les niches commerciales, parce que c'est bien de parler à plusieurs personnes plutôt que de parler à un ensemble. Ouais. Et vous faites l'inverse de ça. Oui, mais parce que en réalité, le cœur de ce propos, c'est précisément de dire qu'il est temps que les artistes, de manière générale, d'une certaine manière, prennent le pouvoir. Ouais. Quand je dis prendre le pouvoir, c'est pas... non, c'est un engagement. C'est un engagement. Bien sûr. C'est qu'à un moment donné, se rendre compte que le politique, normalement,
il est en fin de course. C'est-à-dire, il organise un état de fait. On vote pour eux, pour qu'ils organisent un état de fait. Le problème, on est dans un monde où on a demandé aux politiques d'être l'impulsion, d'être l'inspiration, d'être le sauveur. Alors qu'en réalité, le politique, c'est celui qui organise. C'est pas celui qui a l'idée. C'est pas une providence. C'est pas une providence. Par contre, les artistes qui fonctionnent avec le réel, avec les imaginaires, avec cette envie profonde de faire communauté pour de vrai, en fait, c'est à eux qu'on doit donner la parole. Mais, j'ai envie de dire, les esprits chagrins, qu'on voit aujourd'hui à travers, qui se manifestent de plein de manières et qui utilisent différents canaux comme des outils de propagande, et notamment la télé, pour ne pas le dire, en fait, ils mettent hors jeu les artistes, en disant que, en appelant artistes ceux qui n'en sont pas. Par exemple, des femmes et des hommes d'affaires, on va dire que c'est des artistes. On va dire, les artistes de toute façon ne pèsent pas, ne disent rien, alors qu'on est la France. Et on sait à quel point ce pays s'est constitué par les artistes. Comment les figures artistiques ont donné le là. Victor Hugo, c'est un artiste. Il a eu une démarche politique, mais inspirée de sa démarche d'artiste. Zola, pareil, bien sûr. Zola, pareil. Et on peut dire c'est... Bien sûr, Madame de Staël, plein. Plein. Et on peut même être plus proche de nous et dire qu'il y a plein d'artistes qui ont fait communauté pour changer le monde. Les existentialistes, les surréalistes, l'époque de Montparnasse, l'époque de Montmartre. On pourrait citer, continuer. Des figures qui, à la fois artistes et ont travaillé au changement des choses. Juliette Gréco, elle a inventé la femme moderne. Voilà. Albert Camus, il a été dans cette logique de la mesure et de l'équilibre, à une époque qui ressemblait un peu à la nôtre, où tout le monde était un peu radicalisé d'une certaine manière, etc., etc. Mais tous ces gens-là, ce sont des artistes. Des artistes. Alors pour revenir au film et au pitch du film, c'est un homme qui se bat pendant 27 ans, quasi 30 ans, pour recouvrer une liberté qu'on lui a cachée, qu'on lui a volée. Il est réunionnais et vous avez voulu que le film sorte à La Réunion. J'aurais voulu vous suivre dans cette escapade réunionnaise et antillaise qui était incroyable. J'imagine, j'ai tout vu, tout regardé. Ça avait l'air assez exceptionnel. Ça a été et vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une condition. Vous êtes né en France, vous avez grandi à Brazzaville et à Strasbourg, vous êtes converti à l'islam et vous présentez une histoire qui est la nôtre, comme vous avez dit, mais comme on est dans des chapelles, on pourrait se dire, mais pourquoi lui, il n'est pas réunionnais ? Pourquoi il fait... Et vous l'avez fait, ce qui crée un lien avec l'autre. Et vous avez voulu que ça sorte à La Réunion. Donc, comment La Réunion l'a reçu? Comment est-ce qu'ils vous ont reçu, vous, Abdelmalik, avec votre parcours? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? D'abord, j'ai été et je suis toujours très humble vis-à-vis de cette histoire, parce que c'est une histoire France, bien sûr, mais c'est une histoire réunionnaise d'abord. Mais quand même, ce qui me donne ma légitimité, c'est que je suis un homme noir. C'est important, ça. Être noir dans nos sociétés, dans notre monde, c'est pas rien, c'est pas anodin. Non. Ça veut dire quelque chose de profond. Et j'ai abordé cette histoire aussi en tant qu'homme noir. Et puis, en plus de ça, lorsque j'ai lu l'histoire de Fursi, je me suis dit, Fursi, c'est moi. S'il avait appris à lire et à écrire en cachette, toute cette histoire n'aurait pas été possible. Moi, si je n'avais pas rencontré des enseignants qui m'ont donné le goût, j'ai envie de dire, de l'écriture, de la littérature, du savoir et de la connaissance, je ne serais pas devant vous en train de faire cette interview. Donc il y avait quelque chose comme ça de frère immédiat. Et lui se libère par le savoir. Et moi, je me suis libéré par le savoir. Donc ça me mettait en... Mais si on prend l'histoire à un autre niveau, je vais vous raconter une anecdote. On est sur l'île de La Réunion, on est en train de travailler sur le casting et tout ça. Et je passe devant un camion où il y a un couple qui vend des jus. Et je vois la dame qui vend des jus, elle a un physique. Et je dis à mon premier assistant, ah, on peut la caster, elle, pour Madeleine, la mère de Fursi. Je dis vraiment, elle ressent un tout. Vas-y, va lui demander et tout ça. Donc il va lui demander. Et il vient vers moi et il dit, ah ok, elle accepte. Elle accepte de passer le casting. Moi, je suis hyper content et tout. Et donc j'y vais et je dis, c'est super, vous allez passer le casting, on va organiser ça et tout. Et je la vois, elle recule un peu, elle dit, non, mais finalement, je ne vais pas le faire et tout ça. Je dis, mais pourquoi vous... Elle me dit, non, parce que j'ai parlé avec mon mari et on s'est dit... Et le mari, il est là. Donc moi, j'appelle le mari, je dis, mais monsieur, ça va être super et tout ça et tout. Et lui, il me regarde comme ça et il me dit, vous savez, nous, on connaît un peu l'histoire de Fursi et l'histoire de Madeleine. Et il dit, et vous savez, Madeleine, elle ne nous a pas donné l'autorisation d'incarner sa figure. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Et dès qu'ils m'ont dit ça, ça a fait dans ma tête, ça a fait boum. Oui. En fait, j'ai compris que c'est plus qu'un film que je faisais. Que d'une certaine manière, je faisais aussi un travail de deuil
combien de milliers, de millions de femmes et d'hommes qui ont été esclavagisés, qu'on a enterrés ici et là, qu'on a jetés ici et là, et que finalement leurs proches, leurs familles n'ont jamais pu faire le deuil de tout ça. Que finalement raconter cette histoire, c'était symboliquement le fait de mettre en lumière une histoire finalement un peu méconnue, mais d'une certaine manière qui éclairait aussi l'histoire de milliers, de millions d'anonymes. Et donc l'esprit. Donc il fallait habiter l'esprit d'une certaine manière. Et à partir de là, j'ai compris. Et du coup, le fait de mettre en générique, de travailler avec, qui est Daniel Waro, le fait de travailler avec le groupe L'Indigo, qui est ce groupe de Maloya et qui dialogue avec les esprits. Donc je me suis mis à dialoguer avec les vivants et avec les absents aussi, et d'être dans cette dynamique-là. Et en ce sens-là, la réunion devient finalement une réunion et la représentante de l'humanité d'une certaine manière, de l'histoire monde, mais dans toute sa complexité, aussi bien spirituelle que poétique et politique. Et voilà. Donc à partir de là, il y avait quelque chose de très particulier. Et c'est pour ça que pour moi, c'était essentiel. On a tourné à Paris, bien sûr, la partie parisienne, et la partie réunionnaise, on a tourné à La Réunion avec des figurants réunionnais, des acteurs réunionnais, mais surtout des techniciens réunionnais et réunionnaises. Qui eux, moi, pour tout vous dire, j'allais un peu à reculons, je me disais, les techniciens et tout, mais c'est incroyable. Je veux dire, le professionnalisme, la rigueur, la qualité artistique, etc. J'ai été bouleversé. Et en réalité, je pense véritablement que La Réunion est en train de devenir un pôle important du cinéma français et européen. Et précisément parce qu'ils ont développé les différents techniciens un savoir-faire. Et donc, nous, on a totalement bénéficié de ce savoir-faire. Oui, le film s'ouvre justement sur un chant de Daniel, qui est en créole. Et il y a dans ce film une envie aussi d'être un outil mémoriel. Jamais, à aucun moment, ça vient flirter avec une colère, une revanche, une envie d'en découdre. Pas du tout dans votre film. Il est très universel. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous, pour justement transmettre à un moment où chacun demande des récompenses ou de l'argent, parfois aux États-Unis, pour des actes qui ont été commis, la colonisation, l'esclavage, etc. Ça, pour vous, le cinéma est un outil de réconciliation, un outil politique et un outil aussi d'apaisement. Ouais, il y a deux choses. Si on réfléchit en termes d'outils mémoriels, le travail il faut aussi, en parallèle, on doit réfléchir avec la complexité, parce que ça va ensemble. Oui. On ne peut pas tomber dans un esprit binaire, les gentils noirs et les méchants blancs et tout ça. Mais quand même, quand il y a ces personnes qui réclament réparation, ça fait sens. Bien sûr, ça fait sens de parler de réparation. Surtout quand on sait que des esclavagistes, eux, ont été dédommagés quand il y a eu l'abolition. Oui. Parce qu'ils perdaient. Ils perdaient. Bon, donc quand même, donc parler de dédommagement, c'est pas hors sujet, au contraire. Mais par contre, si on parle de dédommagement et de réparation, il faut aussi dire qu'il y a de l'irréparable là-dedans. On ne peut pas parler de 400 ans d'esclavagisme en se disant on va donner un billet et l'affaire va être réglée. C'est toi, Fursi? Ferme tes yeux quand je te parle. J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai. Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi. Il y a un moment donné, il y a un trauma qui est là. Et nous, on doit juste faire en sorte que ce trauma ne soit pas une plaie béante, mais ça restera une plaie. Et travailler à déposer nos sacs de douleur. Mais déposer nos sacs de douleur, ça ne veut pas dire les faire disparaître. Non. Mais par contre, on les dépose pour pouvoir construire et pour pouvoir avancer. C'est ça. Donc c'est important de réfléchir réparation, mais de comprendre qu'il y a de l'irréparable. Parce que sinon, on va se retrouver face à des esprits chagrins qui vont dire « mais vous parlez encore, mais on vous a payé, on vous a dédommagé. Pour qu'est-ce que vous nous dites encore ?» Et ça, c'est hyper important, ça, de comprendre ça. Les êtres humains procèdent de la même manière, tous. Et reconnaître que quelqu'un, le fait de demander pardon, ou le fait qu'il y ait une justice en mouvement, c'est hyper important. Mais ça ne veut pas dire que ça va guérir totalement. Non, bien sûr. Par contre, ça peut empêcher la transmission d'une forme de malédiction ou d'un trauma. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter là. Et que nos enfants et nos petits-enfants ne vont plus porter ce trauma en eux. Oui, et puis aussi, je suis une férue de James Baldwin, qui dit nous devons dépasser notre statut de victime pour justement construire un avenir et dépasser nos douleurs pour que ça devienne un trauma, bien sûr, qui ne disparaisse pas, mais qui ne nous conditionne pas. Exactement. Voilà, parce que c'est important de dire dépasser le trauma, ça ne veut pas dire le faire disparaître comme par enchantement. Mais par contre, on le dépasse. Et ça, c'est fondamental. Et à mon humble niveau, j'ai voulu faire un film qui aille dans cette démarche de guérison d'une certaine manière, qui soit dans cette dynamique-là. Et il y a un casting pour servir ce film qui est assez incroyable. Alors, nous avons
Romain Duris. Nous avons le formidable le rôle titre, Makita Samba, extraordinaire, qu'on a déjà vu dans Olympiade de Jacques Audiard. Philippe Torreton qui apparaît. On a aussi Vincent McCain. Vincent McCain, incroyable Vincent McCain. Parce que, alors, ceux qui sont fans, comme moi, de Vincent McCain, on le regarde et on se dit, mais je vais continuer à l'aimer quand même s'il joue le rôle d'un propriétaire absolument. J'ai même du mal à employer le mot raciste, tellement ma question, c'est celle-là. Quand il dit, mais depuis quand un armoire porte plainte, enfin, tu es mon objet. Il s'agit là du code noir, il s'agit là d'être convaincus, ils sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, c'est des hommes de l'époque. Et ce que j'aime dans votre film, c'est que vous mettez l'histoire à distance. Et Vincent McCain joue ce rôle-là, il est d'une incroyable modernité, mais il joue ce rôle-là, et ça ne doit pas être simple pour un acteur quand même, qui est loin de cette pensée-là, de se dire... On va parler d'un code qui n'est pas encore abrogé, qui, j'espère, le film va changer les choses, comme Indigène a pu changer certaines choses. Mais rappelons aux jeunes générations d'aujourd'hui que la situation d'être un objet, on ne peut pas la comparer avec aujourd'hui et le racisme d'aujourd'hui. C'était vraiment des gens qui n'étaient pas des gens, c'était juste un meuble. Et c'est très important de le comprendre. Et votre film, il n'y a pas beaucoup de films qui en parlent de cette manière-là, pose la question du code noir et de la façon dont l'homme, l'être humain noir était considéré. Donc il y a aussi cette idée-là dans ce film de dénoncer un code et de le faire comprendre en même temps. Ouais, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est pas que comment dire, c'est pas qu'il est dans son droit. C'est qu'on est à une époque où l'esclavagisme est légal. C'est légal, voilà. Donc, l'exception là-dedans, c'est pas tant Vincent McCain dans son interprétation de Joseph Laurier, etc., ou les autres, les différents avocats et tout ça, les avocats qui défendent les esclavagistes. Non, ce qui est exceptionnel, c'est la figure de Gilbert Boucher, joué par Romain Duris. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas spécialement intérêt à se battre pour Furcy, et finalement qui combat pour lui. Oui. Et ça, c'est exceptionnel. Mais je parle de ça aussi, c'est parce que je voulais aussi parler d'amitié. Dire finalement que si on veut changer les choses, il y a aussi des amitiés à avoir, des solidarités à créer. Et ça aussi, c'est moderne. Mais il y a autre chose aussi que je voulais dire en creux dans cette histoire, c'est que quand on parle des abolitions, on va parler des figures comme Victor Schœlcher, etc., ce qui est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est important aussi, c'est de mettre en lumière ces histoires où finalement les esclaves, ou ceux qui étaient considérés comme esclaves, se libèrent d'eux-mêmes. Furcy se libère de lui-même. Oui. Bien sûr, il y a des solidarités, les amis des Noirs, etc., tout ça. Mais c'est lui, en fait. C'est lui qui est l'impulsion. Et pour moi, ça, c'est fondamental. On est dans une dynamique. C'est pour ça qu'on a mis aussi ce lien. On parle de Saint-Domingue, Haïti, donc on parle de Toussaint Louverture, on parle de toutes ces figures-là qui se sont libérées d'elles-mêmes. Et c'est fondamental parce qu'on ne peut pas avoir le bourreau blanc esclavagiste et le libérateur humaniste blanc qui libère aussi et que finalement, ces gens, ces Noirs, sont à la périphérie de leur propre vie, sont passifs par rapport au combat qui les concerne en premier lieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, il y a plein d'histoires qu'on nous raconte, notamment des histoires anglo-saxonnes, où c'est toujours un blanc qui libère. Alors, des fois, c'est des histoires vraies, des fois, c'est des fictions à la Tarantino ou des trucs, qu'importe. Mais on a toujours cette dynamique-là. Et pour moi, il était important, dans cette histoire-là, de rajouter cette complexité-là. Mais sans dire qu'il n'y a pas des solidarités qui se sont faites, mais précisément, c'était normal. Puisque, à l'époque, l'esclavagisme était légal, et ceux qui étaient en mesure de faire bouger les choses, en tout cas dans le droit, eh ben, c'était les Blancs, forcément. Donc forcément, il y a ce... Mais, voilà, lui-même, Furcy s'intéresse au droit, lui-même donne des idées concrètes à son avocat, pour l'avancée de son affaire, etc., etc. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Donc voilà, donc, en gros, pour faire court, il y avait cette idée aussi, si on parle de cette idée mémorielle, etc., d'ajouter la notion de complexité, c'est fondamental. Parce que rajouter la complexité, c'est aussi nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit de la bonne manière, et qu'on n'a pas une vision binaire ou en noir et blanc des choses. L'incarnation, c'est aussi fondamental, et il y a un acteur qui arrive comme une cerise sur le gâteau à la fin. Ce n'est pas un acteur, c'est aussi un auteur extraordinaire qui s'appelle François Sureau. Vous avez eu du mal à le convaincre, ou c'était une évidence pour lui, comme ça l'est pour nous quand on regarde le film? Alors en fait, pour tout vous dire et être totalement honnête avec vous, au départ, on avait un autre acteur pour ce rôle. Et un jour, je discute notamment avec Étienne Comard, l'un des producteurs. Donc on discute et tout.
Et il me dit, il avait entendu une interview de Suro à la radio, le truc, on parlait et tout. Et on commence à parler de Suro. Et on discute. Et je vais sur le net, je vois son discours d'acceptation à l'Académie française. Enfin, tout son travail, quoi, au Conseil constitutionnel, les trucs et tout. Et on se regarde avec Étienne et on dit non. Là, on peut faire quelque chose de parfait, de singulier. Et donc, on lui en parle. Lui vient me voir et il me dit, mais t'es sûr que je... Moi, j'ai dit, mais en fait... Et il me dit, t'es sûr que je pourrais jouer ça? J'ai dit, mais en fait, tu joues tout le temps. Oui. Puisque moi, j'ai voulu précisément... Depuis longtemps, je voulais faire un film qui rende hommage au théâtre sans que ce soit un film sur le théâtre. Et quel est l'endroit où on est en représentation? C'est les tribunaux. Quand on arrive dans les... Vous prenez même une tenue, il y a tout un truc. Et ça, c'est quelque chose que tu connais. Donc, il s'agira juste d'être toi, en fait. De faire... Et puis, tout ce que tu incarnes par rapport à tes combats. Tes combats à la fois en tant que citoyen, être humain, mais tes combats aussi dans le droit. Bien tout sûr. Ce que tu fais. Bien sûr. Et donc, c'était fabuleux. Oui. C'était parfait. Et on a fait ça, et il a fait ça d'une manière... C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est vraiment une incarnation très très forte qui ponctue un film qui dure 1h48 et qui n'est ni bavard alors qu'il traite de droit et n'est ni ennuyeux et qui vient nous frapper directement. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup bouleversée. Et il parle de nuances. C'est là plutôt une question autour de votre parcours et la façon dont parfois on peut vous faire un procès, mais consensuel. Je le suis aussi. Bon, et j'aime ce consensus parce qu'au moment où on parlait tout à l'heure de clivage et d'énervement et de radicalité, j'ai le sentiment, moi, que ceux qui vont gagner à faire entendre les choses sont ceux qui réfléchissent dans le calme. Que répondez-vous justement à ceux qui ont envie que vous soyez plus... à choisir un camp, voilà, alors que ce film ne le choisit pas, choisit le camp de la complexité. Ouais, mais c'est étonnant parce que tous ces gens-là, souvent, c'est des adorateurs de l'histoire. Ils adorent l'histoire. C'est des hégéliens. Donc, ils sont là, l'histoire. Moi, je ne suis pas un adorateur de l'histoire, mais néanmoins, quand on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, les grandes avancées, elles ont toujours été faites dans le consensus. C'est qu'à un moment donné, tôt ou tard, si on veut vraiment construire, on ne peut pas être dans une radicalité ou des prises. À un moment donné, même si les gens ont guerroyé et tout ça, à un moment donné, ils se disent, bon, OK, on a envie de constituer, de faire un groupe. Ce groupe a différents noms, nations, enfin, on peut dire ce qu'on... Et à un moment donné, on dit, bon, il faut qu'on trouve un consensus. Et les gens confondent ces gens-là, puisque généralement, ces gens qui parlent, ils emploient des mots comme ça, sans tenir compte des fois du sens des mots. Et ils confondent notamment le compromis et la compromission. Le compromis, c'est l'idée de se dire, OK, tu penses ça, je pense ça, on va couper la poire en deux, on va essayer de trouver... La compromission, c'est se fourvoyer dans des pensées de type politico-politicienne. Hier, on magnifie telle valeur et le lendemain, on les trahit. Oui. On dit tout et son contraire, et normal, comme si tout était... précisément parce qu'on vit l'époque des paradoxes. Oui. On vit l'époque, j'ai envie de dire, de certaines femmes et de certains hommes qui ne se tiennent pas debout. Mais quand on se tient debout, on comprend ce que veut dire le consensus. Et quand on vient comme moi, quand on a une histoire personnelle, où on a été confronté à la mort concrètement, où on a vu la difficulté dans sa chair et on a vu comment la violence ne mène à rien, et bien en fait, ces paroles-là, ça rentre là et ça sort là. Parce que précisément, c'est des gens qui parlent sans expérience. Moi, je parle avec l'expérience. Et à un moment donné, moi, j'ai un mantra dans tout ce que je fais à la fois en tant qu'artiste et toutes les réflexions, enfin, mon travail en tant qu'artiste en tout cas, c'est toujours être dans une retenue émotionnelle et dans une tenue intellectuelle. Oui. Il y a cet équilibre-là. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que vous parliez de Georges Jouet tout à l'heure et il y a eu un avant et un après, à mon sens. On était un peu dans l'émotion et on ne cesse d'être dans l'émotion sur tous les sujets. Ouais. Et justement, arriver à la mettre à distance, dans ce film, c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'on pourrait être très touché et émotionné en voyant le parcours de combat incroyable de 27 ans de lutte. Et en même temps, la raison est toujours là, par d'une musique aussi, une bande son incroyable. Ouais. Et je prends les derniers mots de cette bande son qui je vais la voir dans 2 secondes. En dépit du mal que l'on se fait, alors moi je suis pas rappeuse donc je le dis comme ça, j'effacerai les séquelles. Vive la France. Et... L'amour comme seule sentence. Ouais. Vive la France. Et ensuite l'amour comme seule sentence. Que vive la France. Il y a vraiment cette nuance-là. Les mots, c'est hyper important en fait. C'est-à-dire que la France, c'est pas quelque chose qui existe de manière évanescente comme ça. C'est incarné dans des êtres,
Et aujourd'hui, on confond la France et des personnes qui représentent la France. On confond finalement la réalité d'une chose et des personnes qui sont en fonction. Mais on peut avoir des mauvais représentants. Ça n'enlève pas la pertinence et l'importance de la France. Il faut juste changer les représentants, qu'on ait des représentants qui seront en phase, etc. Donc c'est à nous de faire. Mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas insulter la France parce que certains représentants ont dit ou fait des choses qui ne sont pas en phase avec ce que devraient dire des gens qui ont une vision humaniste ou universelle. Ces gens-là, on les met de côté, on continue à incarner parce que la France mérite qu'on se batte pour elle. Un pays qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, mais c'est fabuleux. Je veux dire, on va jeter ça, mais c'est incroyable. Et c'est pas parce que, encore une fois, des esprits chagrins qui comprennent ça de travers et qui pervertissent ces valeurs-là, et tout d'un coup, on va dire ça n'a pas de sens. Donc, ce qui est important, c'est d'incarner les choses. Et ce qui est magnifique avec le cinéma, moi qui suis un conteur, un raconteur d'histoire, tout d'un coup, ces valeurs-là, on les incarne dans des êtres, des personnes qui parlent. Et les esprits contradictoires, ceux qui ont envie que ça ne fonctionne pas, on peut aussi les incarner. Mais avec cette complexité-là, c'est le travail qu'on a fait par exemple avec un Vincent Macaigne, tout le travail qu'on a fait, c'est aussi ce travail complexe qu'on a fait aussi avec Anna Girardot, comment elle se positionne là-dedans, et avec tous les acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce travail, ça a été de passer de personnage à personne. Et en fait, d'une certaine manière, c'est une invitation à toutes les citoyennes et tous les citoyens français, finalement, d'incarner véritablement les valeurs qu'on a en partage. Et pas juste être dans l'évocation, l'invocation de choses, ou en tout cas dans le fait de constater l'obscurité. À un moment donné, il faut allumer une bougie. C'est pour ça qu'il a fallu 10 ans pour mûrir, pour comprendre. Oui, bien sûr. Vous êtes né en 75, donc c'est pour ça qu'il a fallu ça. Et vous m'avez parlé hors champ justement d'un réalisateur important qui vous a fait comprendre quelque chose qui s'appelle Scorsese. Scorsese, j'ai eu la chance aussi de le rencontrer, d'échanger avec lui. Un jour, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, en tout cas qui m'a mis en... Il a dit qu'il était un réalisateur rock'n'roll. Et en fait, je me suis dit, ah tiens. Et j'ai mieux compris en fait la manière dont son rapport à la musique, son rapport au truc. Et j'ai compris que moi, j'étais un réalisateur hip-hop, en fait. Et ensuite, Scorsese, il a failli rentrer dans les ordres. Donc il a un rapport à la chose spirituelle, au Christ, assez particulier. Et moi, la spiritualité, ça a une part importante. Notamment le soufisme, enfin. Et ça aussi, ça rentre dans ma manière de créer. Et en fait, j'ai compris véritablement que en fait, ce qu'on fait dans nos productions artistiques n'est que le prolongement de nous-mêmes, le prolongement de nos réflexions, le prolongement de nos méditations et, in fine, le prolongement de nos actions. Voilà, c'est ça. Prolongement de vos actions. Une belle action à retrouver au cinéma le 14 janvier, vraiment j'insiste, la bande-son, qui sort, rappelez-moi la date, le 9 janvier. Le film sort le 14 janvier. Voilà. Sort le 9 janvier, on pourra y retrouver Oxmo Puccino, Lino, Mac Taylor, Benjamin Epps, Samu, Sams, Matteo Falcone, qui est mon binôme, avec qui on organise tout ça, mais aussi Youssoufa, Soprano, Pete Bacardi, Just Chani, Wallen, et voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Non, les Nègres Marrons, Jaina King, le Ministère Hammer. Oh, c'est génial. Voilà. Ouais, là, vous faites référence à des anciennes Stomé, dates Passy. Waouh, génial. Waouh, là, j'ai 17 ans. Super. Non, mais ça va être une belle enveloppe d'un film qu'il faut absolument aller voir parce qu'on l'a compris avec notre conversation. Vous l'avez écrit avec votre âme, votre parcours, vos références. Et c'était un peu comme je disais tout à l'heure, Mektoub, c'est-à-dire ça s'est présenté à vous plusieurs fois. Et c'est des signes que vous entendez. Donc, on a besoin d'un film réconciliateur. Donc, j'ai le sentiment aussi. Ouais, vraiment. Donc, merci beaucoup pour cette conversation. Merci beaucoup pour ce film ça m'a vraiment touchée. Je regarde beaucoup de films parce que voilà, je suis une férue de cinéma, chacun le sait. Mais par moment, une fois ou deux fois par an, il y a des rencontres. Merci beaucoup. Là, c'est le cas. Merci beaucoup, Abdelmalik. Merci à vous.